Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 87 si je ne m'abuse. Du coup, je vous propose de commencer directement avec les news, il y en a quand même pas mal. Première news, c'est au niveau de Nintendo qui prévoirait un nouveau modèle de la Switch, leur console tant populaire d'ailleurs, au niveau des chiffres de vente, je pense qu'ils ont largement dépassé la plupart des consoles modernes, donc ça c'est plutôt cool pour eux, je suppose. Même si évidemment j'ai quelques petits problèmes personnels avec la Switch. Enfin bref, du coup, ils prévoient un nouveau modèle qui serait plus petit, coûterait moins cher et aurait moins de fonctionnalités. Je suppose que le but ici, c'est peut-être d'avoir un modèle peut-être plus pour les enfants ou plus portable, parce que la Switch reste quand même genre assez grosse, surtout avec les Joy-Con sur le côté. Après, il pourrait clairement avoir une console qui est plus petite, ou en tout cas mieux designée s'ils utilisaient un écran un peu plus moderne, hein, parce que les écrans l'écran de la Switch n'est pas le plus moderne, on va dire. C'est un écran 720p en plastique, pour information, avec une surface en plastique. Et voilà, il y a une assez grosse bordure sur les côtés. Donc il y a clairement moyen de réduire ça et tout ça. Aussi, et c'est un problème que j'ai un peu avec... C'est un problème que j'ai avec Nintendo, j'en profite pour un peu en parler, mais Nintendo utilise beaucoup de trucs un peu genre vieux. Genre la Nintendo DS utilisait des vieux processeurs qui étaient basiquement designés en 2010, même non, 2006 si je me souviens bien. Donc voilà. Et la Switch utilise une puce Nvidia, pour information, qui n'est pas tout à fait récente, genre qui est même un peu vieux jeu. Au point même que on pourrait se demander, genre, les gros, genre par exemple la Sony et Microsoft, eux, sur leur console à eux, si par exemple AMD qui fait leur processeur a un nouveau processus de gravure ou autre chose et qui peuvent améliorer le processeur, ils le font. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu une Xbox One S, parce que la S utilisait un processeur mieux gravé qui consommait moins d'énergie et tout ça. Nintendo, ils sont pas trop dans ce club-là. Ils continuent d'utiliser le bon vieux processeur qu'ils ont, même s'il est genre vieux depuis je ne sais combien d'années. Ce qui fait que d'ailleurs, la Switch a un petit ventilateur. S'ils utilisaient les dernières technologies, je déconne même pas, s'ils utilisaient les dernières technologies de gravure et tout ça, il n'y aurait pas besoin de ce ventilateur. Genre, pas du tout besoin. Et ils pourraient même l'utiliser pour être sûr que ce soit vraiment bien refroidi et avoir plus de puissance. Donc, Nintendo, par pitié, juste vous sortez une bonne console, mais juste arrêtez de faire ce qui fait que vous êtes Nintendo, basiquement, parce que des fois, c'est un petit peu abusé. Du coup, j'en reviens avec ce truc-là. Donc, réduction de taille, coût et fonctionnalité, je suppose que une version simple qu'ils pourraient faire, c'est une version sans les Joy-Con, ou carrément avec genre des pseudo, ou enfin même pas des Joy-Con en fait, directement avec des contrôles intégrés à la console qu'on peut pas détacher. Donc ça, ce serait une manière de réduire les coûts, parce que si on peut pas les détacher, il y a moins de trucs qui peuvent casser aussi. Genre, c'est plus facile à fabriquer et tout ça, coûte moins cher. Il pourrait du coup réduire un petit peu la taille, parce qu'il y a de la place qui est perdue à cause du système de détachement et tout ça. Euh, Ça coûterait moins cher, mais il y aurait moins de fonctionnalités. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être ce qu'ils sont en train de viser. Donc une Switch spéciale portable pour ceux qui jouent juste. Alors, il y avait des stats qu'on avait vus, et apparemment les gens utilisent à peu près moitié-moitié en réalité. Genre vraiment, il y a moitié des gens qui utilisent plus portable, et puis la moitié du temps, ils l'utilisent plus fixe. Mais le truc, c'est que si vous avez, par exemple, un contrôleur à côté, une manette à côté, vous mettez juste votre Switch dans le dock et vous y touchez plus. Donc les Joy-Con, le fait de pouvoir les détacher, pas forcément très utile. Donc vous voyez, il y a un marché clairement pour moi pour avoir une console où on peut pas détacher. Il y aura aussi peut-être un marché à faire une Switch, pas genre une Switch sans écran, juste dock, genre qu'on laisse toujours à la TV. Il y aura un marché, hein, il faut pas le sous-estimer. Il y aura moyen de faire une Switch pas trop chère pour ça, mais bon. Dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. J'espère juste que Nintendo utilisera peut-être sur cette console-là un processeur un petit peu update. Je dis pas un processeur plus puissant, je dis juste un processeur mieux gravé qui consomme moins de batterie surtout, hein, parce que ça aussi il faut en tenir compte, hein, ça utilise de la batterie, un vieux processeur qui a été gravé avec des technologies qui datent de genre 2014. Voilà, ça consomme un petit peu plus de batterie et tout ça, donc on pourra avoir une meilleure expérience de jeu s'ils daignaient, on peut le dire, update un petit peu plus leur console. Donc on verra bien ce que ça donnera. Il y a aussi un truc, soyons honnêtes, si vous regardez la Switch d'un point de vue construction, je sais que les Joy-Con coûtent cher, mais alors la Switch en tant que telle, je peux vous jurer que
elle coûte vraiment pas cher à construire. Genre vraiment pas cher. Donc je suppose qu'ils font déjà une assez bonne marge. Donc une bonne manière de réduire le prix, ce serait aussi de genre réduire le prix en fait. Nintendo. Ça vous ferait faire plus de ventes et vous pourriez vendre plus de jeux vidéo à côté. Mais bon, ça reste Nintendo, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ensuite, eh oui, le 2 avril, Google Plus va mourir. Quoi, il était déjà pas mort, en fait? Ah, je croyais, en réalité. Non, là, ce sera la vraie mort de Google Plus. Genre, supprimé, toutes les données seront supprimées. Donc, si vous avez des trucs sur Google Plus, allez les chercher. Si vous avez utilisé Google Plus. Donc, ce sera supprimé, ça n'existera plus, globalement. Est-ce que c'est triste? Non, pas vraiment, on va être très honnête. Je veux dire, Google a un petit peu forcé Google Plus à peu près tout le monde sur YouTube, et c'est ça qui a juste fait détester aux gens ce réseau social. Selon moi aussi, ils ont sorti un réseau social qui ressemblait trop à Facebook, Twitter mélangés, à une époque où juste les gens commençaient déjà à se désintéresser de Google, enfin de Facebook et Twitter. Juste, quand ils ont vu Snapchat exploser, ils auraient dû sauter là-dessus, en fait, avec YouTube et faire les stories à ce moment-là. Et maintenant, oui, d'ailleurs, petite news au passage, c'est qu'ils ont commencé à tester Enfin, ils permettent aux youtubeurs de faire des stories. En 2018 qu'ils ont fait ça. En 2018. C'est trop tard. C'est trop tard. Google, des fois, ils sont à la pointe de la technologie, mais des fois, ils sont archaïques, quoi. Genre vraiment archaïques. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Enfin, bref. Dans tous les cas, RIP Google+, tu ne manqueras à personne, même s'il avait des bonnes idées, mais qu'il était très mal utilisé et qu'il a forcé à tout le monde, c'est pas une grande perte de toute manière. D'ailleurs, avec le départ de Google+, sur YouTube, il y a aussi le départ du partage automatique. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus le partage automatique sur le compte Twitter Texama, que j'utilise pas trop en réalité. Donc, à partir de maintenant, c'est une petite news à part. Du coup, je vais certainement le mettre dans la table des matières. Le compte Twitter Texama, c'était un peu bizarre de séparer par rapport au compte Twitter principal, parce que le compte Twitter principal que j'ai, donc @AurelienSama, c'est pas comme si je tweetais beaucoup et que je vous spammais ou autre chose, donc je vous invite à le suivre si vous voulez voir les dernières vidéos sur Twitter. Je les tweeterai à chaque fois maintenant sur le compte principal, et puis c'est plus intéressant pour la chaîne Texama aussi de tweeter depuis le compte principal, tout simplement. Donc le compte Texama, pour le moment, ne sera pas trop utilisé, parce que j'ai pas le temps d'utiliser deux comptes Twitter, globalement, donc suivez le compte principal, vous aurez des vidéos Texama tweetées dessus, et voilà. Il y a moyen aussi, si vous allez sur mon Discord public, qui est discord.gg/AurelienSama tout collé, sans accent, il y a une catégorie Texama, où vous pouvez avoir les notifications de toutes les vidéos, et vous pouvez désactiver les notifications pour tous les autres trucs, et juste mettre pour ce channel-là. Donc si vous utilisez Discord, ça peut être une solution aussi. Alors, Galaxy S10, qui sera présenté, je vous rappelle, le 20 février, si je me souviens bien, à l'événement Unpacked de Samsung. Alors, maintenant, on a à peu près tout confirmé, hein, je veux dire. D'abord, ces photos qui confirment à peu près le design qu'on avait vu. On a une confirmation qui devrait faire plaisir aux gens, c'est qu'il y a un jack. Oui, il y a un jack. Et je trouve que c'est très intelligent de la part de Samsung, parce que ils ont fait une Galaxy Note avec un stylet dedans. S'ils peuvent caser un stylet dans un téléphone, ils peuvent caser un jack. Hein? Genre, voilà, ils ont leur technique. C'est pas très compliqué. L'une des raisons principales, on va pas se le cacher, l'une des raisons principales pour lesquelles il n'y a plus de jack dans certains téléphones, c'est tout simplement pour vendre des trucs sans fil, ou pour simplifier la construction. Même si ça simplifie pas non plus énormément, on va être très honnête, hein. C'est pas hyper compliqué un jack non plus, c'est assez prouvé au niveau design, mais bon. Du coup, c'est sûrement très intelligent de Samsung de laisser le jack, parce que basiquement, il n'y a aucune raison de l'enlever. Il y a des gens qui seront toujours contents de l'avoir. Ils ont déjà une bonne technique pour le rendre waterproof, hein. Les téléphones Samsung sont IP68 niveau water resistance et tout ça, ce qui est le standard pour les meilleurs téléphones niveau résistance eau. Et ils ont pourtant un jack, quoi. Donc, je veux dire, autant continuer de l'inclure. Et non, en le retirant, il ne pourrait pas augmenter la taille de la batterie, hein. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais à côté du jack, il y a genre un speaker et il y a aussi un port de chargement. Ça aussi, ça prend de la place. Ça prend tellement de place que le jack prend la même place au final. Vous pouvez pas juste caser un petit peu plus de batterie ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin bref. Du coup, on a juste la confirmation d'à peu près le design, hein. Donc les 3 caméras à l'arrière, le lecteur d'empreintes visible nulle part, donc il sera certainement sous l'écran. Ça, c'est
plus ou moins confirmé, mais on ne l'a jamais vraiment vu. Mais si vous regardez vraiment, oui, il y a aucun lecteur d'empreinte, hein. Ça, c'est le flash. Ça, c'est le truc pour sentir votre rythme cardiaque ou autre chose. Que j'ai l'impression que personne n'utilise sur ce téléphone, mais c'est pas grave. C'est comme le jack, c'est toujours bien de l'avoir. Et il n'y a rien sur le côté. Enfin, il n'y a rien en dessous. Le côté ont l'air d'être des boutons plutôt classiques. On les voit un petit peu mieux ici. Placement de boutons d'ailleurs, plutôt classique de Samsung, hein. Donc ça c'est Bixby, ça c'est le volume, et puis vous avez le power, genre là, oui, ça doit être ici. Donc il est plutôt classique, à part évidemment pour l'écran. Donc là on le voit encore une fois avec le trou, et je dois bien vous l'avouer, je préfère largement le Galaxy S10 tout court, parce que genre, le trou est simple. Avec Galaxy S10 Plus, il a 2 caméras. Du coup, il y a un trou plus long et ça commence à ressembler à une notch, vous voyez. Et je suis en mode, je peux pas avoir le Galaxy S10 juste avec un trou plus petit. Genre, moi, ça m'arrangerait très très bien. Pourquoi avoir ce trou énorme? Donc, ouais, c'est un petit peu embêtant. Il y a d'ailleurs, hop, d'autres trucs, il y a d'autres informations comme quoi ils ont premièrement d'ailleurs des puces EUFS, c'est un peu compliqué à dire, c'est des puces de stockage, hein, c'est de la mémoire, et du coup ils ont maintenant des puces 1 Tera, d'1 Tera tout simplement, donc ils vont pouvoir, et c'est à peu près confirmé, il y aura un Galaxy S10 d'1 Tera. Oui, si vous avez besoin d'un téléphone d'1 Tera, je ne sais pas pourquoi, hein, mais vous l'aurez, c'est peut-être cool, je n'en sais rien. Et du coup, en plus de, évidemment, la carte SD qui pourra être rajoutée et qui fera peut-être 512 Go ou même 1 Tera bientôt, parce que cette puce aussi va finir certainement dans des cartes SD. Enfin bref. Du coup, ouais. 1 Tera. D'ailleurs, la vitesse... Alors, il faut savoir une chose, c'est que la vitesse dépend un petit peu de la taille, souvent de la mémoire, parce que plus vous avez de mémoire, plus vous pouvez avoir de vitesse, parce que vous pouvez écrire un peu partout sur la mémoire en même temps. C'est logique. C'est un peu comme si vous avez, je sais pas moi, si vous avez une grande voiture, ben vous pouvez remplir la voiture plus facilement parce que tout le monde peut rentrer un peu partout dans la voiture, genre par toutes les portes, vous voyez. Alors que si vous avez une voiture 3 portes, les gens qui doivent rentrer à l'arrière doivent rentrer en premier, puis les gens doivent rentrer à l'avant. Vous voyez, bon, c'est une drôle de comparaison, mais je pense que ça vous permet de voir un petit peu le même principe. Largement simplifié, mais le même principe. Du coup, la puce 1 Tera peut atteindre les 1 giga à la seconde de vitesse. Il me semble, c'est toujours un peu plus lent que ce que fait Apple. Après, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment besoin que ça aille plus haut, selon moi, pour le moment en tout cas, parce que c'est déjà pas mal rapide. Ce qui est le plus important, vraiment, c'est les délais de, c'est vraiment évidemment la vitesse, mais aussi le délai d'accès, qui est très important, parce que par exemple, certaines mémoires un peu plus archaïques que vous avez dans les clés USB peuvent avoir des vitesses pas trop mal, mais dès que vous devez y accéder, des fois elles sont plus lentes. Et aussi l'écriture qui est des fois juste horrible. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais c'est très important d'avoir du stockage rapide dans un téléphone pour qu'il soit rapide, parce que c'est basiquement tout est sur le stockage du téléphone, donc s'il n'est pas rapide, le téléphone n'est pas rapide. Et il y avait aussi d'ailleurs plus d'informations sur le prix. Et c'est là que ça fait mal. Alors, il y a aussi apparemment un possible Galaxy S10e qui arriverait, qui serait du coup une version plus économique. On verra bien ce que ça donnera. Qui est du coup à mi-chemin niveau taille et qui a une seule caméra à l'avant. Et ça, je préfère largement, même si j'aimerais... Personnellement, j'aime bien les grands téléphones. Donc, moi, personnellement, je serais plus intéressé par un Galaxy S10 Plus, mais avec une seule caméra à l'avant. Mais bon, chacun ses préférences. Donc là, on voit un petit peu les prix. Et... alors, on s'y attendait, hein. Le meilleur point de comparaison, c'est le Galaxy S10 Plus, version donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est la base, hein, il n'y a pas plus bas. 999 €. C'est cher. Pour information, le S9 Plus, pour la même capacité, ou alors peut-être 64 Go, je ne sais plus. Bon, en tout cas, il était sorti 50 € moins cher. On va me dire, ouais, bah, oui, mais il y a peut-être plus de RAM ou autre chose. Oui, mais le truc, c'est que les prix des téléphones, on en a déjà parlé, les prix des téléphones augmentent, et les salaires des gens n'augmentent pas aussi vite, genre largement pas aussi vite. Et du coup, ce que comprennent pas ces constructeurs, c'est que les gens, à un moment, ils pourront plus suivre. Ils peuvent justifier, il y a toujours moyen de justifier, hein. Il y a des gens qui vraiment devraient ne pas acheter un iPhone, mais achètent un iPhone, hein. Et au bout d'un moment, ils ne pourront plus juste justifier. Et ça devient un petit peu abusé niveau prix, selon moi. Et surtout, vous avez d'autres marques comme Huawei et tout ça qu'on critique parce que
ils sont très liés avec le gouvernement chinois, il y a des risques d'espionnage et tout ça, même si, selon moi, c'est la même chose avec d'autres sociétés américaines, mais bon, genre Microsoft et surtout Google, hein, qui des fois travaillent main à main avec le gouvernement américain, hein, pour espionner les gens, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ces marques-là sont en mode, ben, nous, on va sortir des téléphones aussi bons pour beaucoup moins cher. Et c'est ça que certaines marques ne comprennent pas, qui continuent de se faire avoir. Alors, ils ont quand même sorti, enfin, ils vont quand même sortir apparemment ce Galaxy S10e qui, lui, aurait 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 749 €. Tu vas me dire, c'est cher. Je suis d'accord, c'est cher. Mais, comparé à un téléphone à 800, 900, 1000 €, c'est moins cher. Et s'il a vraiment des fonctionnalités haut de gamme, la même caméra à l'arrière qu'un Galaxy S10 classique et tout ça, ça va. Ça va. C'est cher, mais ça va encore. Et ça va dans le bon sens. Vous voyez, ça commence à diminuer. Après, il y a aussi une alternative que vous pouvez faire, c'est que, ben, un peu comme n'importe quoi dans n'importe quel milieu, c'est que quand un truc sort, le modèle d'avant coûte moins cher. Du coup, le Galaxy S9, pour information, est vraiment, genre, commence à être vraiment pas cher. Il a des sacrées promotions. Il me semble que vous pouvez le trouver à 400-500 €. Alors, vous allez me dire 400-500 €, c'est beaucoup, hein, on est honnête. Mais pour un téléphone haut de gamme qui est pas si dépassé que ça, genre même pas du tout dépassé, ça va encore. Pour information, c'est même au même niveau de prix qu'un OnePlus 6T, donc ça va encore. Après, évidemment, je peux comprendre que ça fait beaucoup d'argent. Il y avait aussi, c'est un peu le truc aussi que je me disais, c'est qu'en France, vous avez beaucoup, en Belgique c'est moins le cas, mais en France, vous avez beaucoup le fait d'acheter un téléphone avec un abonnement. Du coup, vous payez l'abonnement et pas vraiment le téléphone. Le truc, ça devient de plus en plus compliqué parce que si le prix du téléphone est de plus en plus haut, les, les fournisseurs d'abonnements peuvent être pas en mode «Oh, ben, l'abonnement coûte plus cher». Ben non, parce que il y a d'autres concurrents qui donnent des abonnements encore moins chers. Donc, ça devient compliqué pour eux de fournir des téléphones haut de gamme avec un abonnement, genre sans surcoût. Même sacrément compliqué. En Belgique, je n'y arrive pas du tout, pour information. Basiquement, vous devez payer pratiquement prix plein pour le téléphone avec l'abonnement. Donc, autant le prendre sans abonnement et prendre un abonnement classique parce que vous faites vraiment, genre, avoir. Du coup, ouais, ça devient un peu ridicule. J'espère que les marques vont enfin comprendre. C'est la même chose avec... Enfin, c'est la même chose avec beaucoup de milieux ces derniers temps. Quoique non, c'est pas totalement. Les TV, par exemple, deviennent de moins en moins chers pour les mêmes spécifications. Donc, vous voyez, il y a certains marchés où ils comprennent. Vous voyez, ils comprennent que, genre, les gens vont pas juste payer beaucoup plus cher. Donc, j'espère que ça va faire la même chose avec les smartphones, que les gens vont upgrade moins souvent, parce que je pense que les gens upgrade peut-être un peu trop souvent. Parce qu'il y a des gens qui upgrade chaque année. Chaque année, c'est quand même... Ça fait genre un sacré cycle d'upgrade. Après, évidemment, si vous revendez l'ancien téléphone et que vous faites marcher le marché de l'occasion, moi, je vois aucun problème. Mais pour les TV, par exemple, les gens achètent une TV, ils la gardent jusqu'à quand que elle meurt, pratiquement. Si on pouvait atteindre un petit peu plus ce milieu-là... Alors, je sais qu'il y a des gens qui achètent un téléphone et qui le gardent jusqu'à quand qu'il meurt. Hein, j'en suis parfaitement conscient. Et comme il y a des gens qui achètent une TV et la changent chaque année. Hein. Mais si vous regardez vraiment le marché de la TV, la plupart des gens, vraiment la plupart des gens, ne upgradent pas tous les ans. Alors que le marché du smartphone, les gens upgradent beaucoup plus souvent. Donc si on pouvait un peu... je vous le dis clairement, si le marché du téléphone était un petit peu plus comme le marché de la TV, pourtant le marché de la TV évolue très vite en ce moment, hein, d'un point de vue spécification et tout ça, si c'était un petit peu le même genre de marché, les téléphones coûteraient moins cher, pour information. Donc... je le redis, hein, mais le pouvoir est dans les mains du consommateur. C'est juste que le consommateur continue de tomber dans les mêmes pièges, de continuer d'acheter un nouveau smartphone tous les ans et tout ça, et de dire littéralement aux marques, oui, continuez de faire d'augmenter le prix et tout ça, parce que basiquement, on continue d'acheter de toute manière. Donc, ouais, je veux dire, les marques font ça parce que les gens continuent de réagir par rapport à ça. Enfin bref, c'était juste mon avis là-dessus. Dans tous les cas, il sortira entre 750 et 1500 € pour les plus grands modèles. Oui, 1500 € le modèle 1 Tera. Ça m'étonne même pas. Enfin, je veux dire, ne prenez pas le modèle 1 Tera, c'est ridicule. Il a 12 Go de RAM, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Le modèle de base est, je pense, largement suffisant pour vraiment beaucoup de gens de base. Parce que c'est pas vraiment basique, mais bon, pas grave. Enfin bref, c'est tout. Il y avait aussi un leak qu'a fait Samsung. Oups, en disant, ah, oups, mince, on a sorti une vidéo qui montrait un de notre téléphone pliable. C'est pas le téléphone pliable qu'ils ont montré, on dirait, la dernière fois. Quoique, c'est peut-être une nouvelle version en réalité. Donc, ils avaient présenté
présenté, ils avaient teasé plutôt leur téléphone pliable voilà quelques mois, je vous rappelle, à leur développeur conférence. Et ils ont du coup récemment sorti cette vidéo sans faire exprès où on voyait un téléphone pliable. Clairement, on voit clairement qu'il y a de la lumière qui va dans son visage, donc il y a un écran là-dedans, mais il y a aussi un écran à l'arrière. Ça ressemble au concept qu'ils avaient montré, sauf que l'écran à l'arrière ou à l'avant, je ne sais pas comment vous le définissez, est beaucoup plus grand. Donc, soit c'est pas le même modèle, ou soit c'est le modèle genre pour la sortie, vous voyez, genre avec un écran plus grand, genre ils ont écouté les feedbacks des gens, ils ont essayé de pousser les trucs au maximum et de faire en sorte que ce soit vraiment un téléphone très intéressant. Ou alors, c'est un autre modèle que ils n'ont pas encore prévu pour le moment. Mais bon, on verra bien. Je veux dire, faut voir, hein. Personnellement, je suis intéressé parce que c'est vraiment la première fois depuis pas mal de temps qu'on a un peu de nouveauté au niveau smartphone. Mais je le sais, vous le savez, ça va coûter la peau des fesses et c'est justement le problème que je parlais juste avant. Donc, on verra bien. On verra bien. Personnellement, première génération, j'achèterai pas. Il y avait aussi un téléphone avec un module, enfin, vous pouvez le brancher dans le port USB Type-C avec un module d'échographie. Si vous voulez, genre, regarder votre bébé à la maison sans aller chez le médecin. Oui, c'est un petit peu chelou. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est chelou, mais pas vraiment chelou. Mais je peux comprendre que les parents... Mais c'est un drôle de produit quand même à sortir. Et puis c'était à peu près tout. Il y a la vidéo réuploadée d'ailleurs, si vous voulez la voir. Bah tiens, on va la regarder. Est-ce qu'il y a un enfant... Ok, alors il montrait aussi des écrans intelligents et tout ça. Il y a un enfant avec un Galaxy S9 ou je sais pas quoi dans... Oui, un Galaxy S9 dans sa poche arrière. Ne donnez pas un smartphone pareil à un enfant, par pitié. Il y avait aussi montré, voilà, ça c'est plutôt intéressant, c'est des écrans intelligents où vous pouvez contrôler par geste et tout ça. Un truc de tatouage, ça m'inquiète plutôt. Hein, genre, non, non. Et là, on voit justement le fameux téléphone pliable et puis là, le truc d'échographie chelou. Enfin bref. Donc voilà. Une vidéo teasing qui du coup a été enlevée. Vous pouvez facilement la trouver sur internet. Vous aurez l'article comme d'habitude si vous la regardez en plus de détails. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera dans tous les cas. Ensuite, encore une news Samsung, je suppose. Il y a des écrans LED qui commencent à arriver pour les ordinateurs portables. Pour information, c'est pas les premiers. Il y avait déjà, c'était Dell qui avait sorti un ordi avec un écran OLED ou AMOLED, je ne sais même plus à l'époque. Dans tous les cas, ça avait été un petit peu un mini désastre parce que l'écran avait des gros problèmes, basiquement. Alors, le OLED, AMOLED, tout ce qui est un peu dans le même genre. En gros, c'est comme une technologie comme les LED, sauf que c'est des LED organiques, ok? Donc, elles peuvent se dégrader littéralement, et aussi elles émettent leur propre lumière. Les TV LED classiques, en fait, les LED ne font pas des pixels, vous voyez? En réalité, ce que vous avez, c'est que vous avez des cristaux LCD, comme un écran LCD classique, et puis vous avez des LED derrière qui apportent la lumière qui passe à travers les cristaux pour donner le bleu, le rouge, le vert, et vous faire l'image, si vous contrôlez tous les cristaux correctement pour faire une image. Donc, la différence, du coup, là, c'est que le OLED, ou l'AMOLED, ou toutes les technologies dans le genre, il y en a qui commencent à en avoir pas mal, donc ça devient compliqué de les citer, utilisent basiquement une LED organique. Alors ça dépend évidemment encore une fois de la technologie, mais c'est basiquement une LED organique qui fait sa propre lumière et qui, en gros, fait son propre pixel en quelque sorte. Enfin, il y en a plusieurs évidemment, il y a 3 couleurs, même il y en a un petit peu plus en réalité dans les écrans HDR, vous avez le bleu, le rouge et le vert. En général, il me semble que oui, il y a une des couleurs qui est un peu plus petite, il me semble que c'est le rouge qui est un petit peu moins. Et il y a aussi maintenant même une 4e, c'est du blanc pour ajouter plus de lumière, basiquement, pour que ce soit plus lumineux. L'avantage avec le OLED, AMOLED et tout le tralala, c'est que si vous éteignez un pixel, il est vraiment éteint. Parce que le truc, c'est que avec un cristaux LCD, si vous bloquez la lumière, mais elle arrive toujours par derrière, vous voyez? Vous n'éteignez pas la lumière, vous éteignez juste la lumière qui peut passer, mais elle arrive quand même un petit peu à passer à travers. C'est pour ça que les écrans LCD, LED et tout ça sont gris foncé en fait, quand vous avez un écran noir. Basiquement, si vous regardez l'écran de titre de Ars Technica,
si vous n'êtes pas sur téléphone avec un écran LED, évidemment, ça, c'est pas noir ici, c'est gris foncé. Avec les écrans LED, les LED sont vraiment éteintes, donc c'est noir, c'est vraiment noir. Il y a des technologies comme quoi, maintenant, vous avez des backlights, donc le backlight qui est en LED, donc c'est la lumière qui arrive par derrière les cristaux LCD, sont éteints par zone. Donc vous pouvez éteindre une zone où il y a beaucoup de pixels noirs, comme ça permet de donner vraiment une impression de noir et de rajouter le contraste. Mais ça reste perfectible. Du coup, l'un des grands problèmes du OLED, c'est que comme c'est des LED semi-organiques, enfin c'est un peu particulier, elles se dégradent et surtout elles ont un gros problème, c'est qu'elles souffrent de burn-in. Le burn-in, c'est quand vous affichez toujours la même image ou si par exemple vous regardez une chaîne de TV avec toujours un logo très coloré surtout, c'est vraiment un problème si le logo est très coloré, avec beaucoup de contraste, toujours au même endroit sur l'image, eh bien vous allez avoir du burn-in, le logo va rester imprégné, genre les LED, ces LED organiques auront du mal à repasser vers une autre couleur totalement. Et du coup, le logo sera imprégné. Donc, vous en doutez bien, pour un PC fixe, c'est un peu problématique parce que vous avez genre la barre Windows, vous avez toute l'interface d'un PC pourrait s'imprégner sur justement l'écran. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas vu trop jusqu'à maintenant. Donc c'est assez étonnant de revoir revenir. Là, c'est apparemment sur un ordinateur portable Samsung. Donc, peut-être qu'ils ont un peu plus fixé. Alors, c'est pas totalement fixé, hein, mais peut-être qu'ils ont amélioré la technologie. Peut-être aussi que... il y a des astuces. Hein. Si vous avez une TV OLED ou autre chose, d'ailleurs, astuce, c'est que vous pouvez soit essayer de changer de TV, évidemment, de temps en temps, mettre les trucs d'économie d'énergie pour que la TV s'éteigne automatiquement au bout d'un moment. Il y a aussi des technologies comme quoi... il me semble qu'il bouge un petit peu l'image ou autre chose pour essayer d'éradiquer un peu ça. Il faut éviter les chaînes de TV avec un logo très très coloré à un endroit. Il y en a, genre, à mon avis, le logo TF1 doit être assez horrible s'il reste toujours au même endroit. Après, s'il bouge, c'est aussi un truc que doivent faire les chaînes TV d'ailleurs. Les chaînes TV devraient bouger les logos selon les programmes TV, tout ça, ou les faire un peu bouger tout doucement. Vous voyez, juste de gauche à droite, ça suffira. Pour éviter justement de faire du burn-in sur les TV des gens qui regardent leur chaîne, ce serait quand même préférable. Après, évidemment, ils ne peuvent pas tout bouger parce que vous êtes habitué de voir certaines choses à certains endroits. Donc, si ça commence à bouger partout, vous êtes en mode où est-ce que c'est Donc, voilà. Dans tous les cas, je suis plutôt intéressé parce que c'est une technologie, c'est la technologie du futur. Hein. Dans 10, 20 ans, tous les écrans, à mon avis, seront sous une forme, en tout cas, ou une autre d'OLED. Et le LCD LED classique, ce sera vraiment pour les trucs cheap au plus possible. La plupart des trucs utiliseront certainement un pseudo-OLED ou en tout cas une technologie proche. Peut-être qu'ils vont découvrir une nouvelle façon de faire qui règle le problème de burn-in. Donc, ouais. Dans tous les cas, on verra bien. Je suis plutôt intéressé personnellement et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, alors, il y a eu encore une petite fuite de mots de passe et tout ça. Alors, il y avait eu une fuite en gros de mots de passe comme ça avait été distribué un peu sur tout ce qui est un peu dark web ou autre chose. Oh mon dieu, il a dit dark web. C'est tellement dark. En gros, plein de mots de passe avaient été distribués, genre... Des hackers avaient juste distribué un gros paquet en mode voilà, plein de mots de passe avec plein d'emails, faites-vous plaisir ou autre chose. Il y en a plusieurs qui sont sortis et du coup, enfin qui sont ressortis maintenant et donc maintenant il y a apparemment 2,2 milliards de mots de passe de gens qui sont sur le web comme ça disponibles. Ça vient de différentes failles, notamment Dropbox, Link, j'ai toujours du mal à le prononcer, Link machin chouette chose Facebook pour les professionnels. C'est vraiment ça. Il y avait aussi des fuites chez Adobe pour information. Il y avait des fuites partout, on va être très honnête. Même, genre, s'il y en a qui regardent mon contenu sur ma chaîne principale qui aime bien Minecraft, Minefield avait été aussi hack et il y avait eu une grosse fuite là-dessus, donc c'est pour dire. Donc, basiquement, il y a de fortes chances que votre mot de passe que vous avez utilisé à l'époque sur ces sites-là soit disponible sur le web. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? La chose que vous pouvez faire, tout simplement, c'est d'avoir un gestionnaire de mot de passe. Ce n'est pas une pub, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Il y en a différents. Alors, si vous voulez avoir toujours le contrôle de vos mots de passe, genre les mots de passe sont sauvegardés sur votre PC, et vous le mettez là où vous voulez,
Eh bien, il y a une solution qui est vraiment bien, que moi personnellement j'utilise, c'est KeePass. Donc KeePass, c'est basiquement un gestionnaire de mots de passe. C'est vraiment ça. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici. Vous avez une liste de mots de passe, vous pouvez mettre des icônes, vous voyez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, faire des listes. Vous pouvez être en mode, ah ok, là c'est mes mots de passe Windows, ça c'est mes mots de passe web, ça c'est mes mots de passe euh, je ne sais quoi. Vous mettez vos mots de passe dans différentes catégories. Et le truc, c'est ce qui est bien, c'est que KeePass vous crée votre mot de passe pour vous. Vous pouvez même, si vous avez un site qui est en mode Hey, ton mot de passe doit contenir des lettres en majuscules et des lettres en minuscules et aussi des chiffres. Vous pouvez le mettre dans les paramètres de KeePass pour que ce soit. Ouais, vous pouvez lui dire Ah, je veux un mot de passe avec des lettres majuscules, des chiffres. Vous pouvez même exclure des caractères si vous êtes en mode Ah, j'aime pas quand il y a par exemple des zéros avec des O majuscules qui se ressemblent énormément. Vous pouvez le faire. Donc c'est plutôt cool. Ça demande un peu plus de travail, mais vous avez l'avantage d'avoir plus de sécurité. Après, évidemment, ce gestionnaire de mot de passe a un mot de passe principal mis par-dessus. Alors, l'avantage, c'est que ce mot de passe principal, vous pouvez juste l'avoir là-dessus. Vous l'utilisez jamais sur Internet, donc basiquement, à part si vous commencez à le dire à quelqu'un ou que vous avez téléchargé quelque chose qu'il fallait pas, que vous avez un keylogger, normalement, votre mot de passe ne devrait pas finir sur Internet. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. À part si Windows fait une board et genre enregistre vos touches et les envoie sur Internet. C'est arrivé par le passé. Enfin bref, du coup, ça vous permet d'avoir juste un énorme mot de passe. Le mieux d'ailleurs aussi, je donne souvent la technique pour les mots de passe. J'en profite, ça devient un peu le truc d'intérêt général pour les mots de passe, c'est pas grave, c'est important. Le truc, c'est que des mots de passe qui peuvent être simples pour retenir pour un être humain, peut être très compliqué pour un ordinateur. Un truc que vous pouvez faire, c'est des phrases. Une phrase juste qui a ni queue ni tête. Vraiment, vous regardez autour de vous, vous êtes en mode le volant est perché sur l'armoire avec une lampe. Vous voyez, le volant est perché sur l'armoire avec une lampe. Ça se retient, c'est facile à retenir. Il y a des accents dedans, donc c'est des caractères spéciaux. Vous pouvez même mettre un point à la fin de votre phrase, ça fait un autre caractère spécial. Vous pouvez mettre des virgules. Juste, vous faites une phrase que vous pouvez retenir, vous voyez, juste avec des trucs autour de vous, qui a ni queue ni tête. Vraiment, ça doit être très important. Elle doit avoir ni queue ni tête. Vraiment, juste, vous dites la phrase à quelqu'un, il est en mode quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et ça vous fait un très bon mot de passe. Parce qu'une phrase, c'est long, donc très important. Même si ça utilise des mots, alors utiliser des mots des fois peut être mauvais parce qu'il y a certains trucs pour craquer les mots de passe, essayez d'utiliser le dictionnaire, mais selon moi, si vous utilisez vraiment des mots qui ont ni queue ni tête et que vous mettez pas mal de caractères spéciaux, ça va être très compliqué pour quelqu'un de même craquer un mot de passe pareil. Et si vous l'utilisez seulement sur votre PC, il n'y a aucun pratiquement risque et vous le retiendrez plus facilement. Donc c'est beaucoup mieux. C'est même un des problèmes, c'est qu'on dit aux gens d'avoir un mot de passe différent sur chaque site, c'est tout ça, mais après on leur dit il leur faut un mot de passe avec plein de caractères spéciaux et tout ça. Les gens ne savent pas retenir ça, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que KeePass peut les retenir pour vous, mais il faudra aussi quand même un mot de passe principal sur KeePass. Vous pouvez aussi utiliser, c'est des clés que vous branchez dans un port USB et en fait vous touchez pour en gros envoyer un mot de passe à ce moment-là. Ça marche avec KeePass par exemple, donc vous pouvez utiliser cette clé-là pour vous connecter sur KeePass, ouvrir le gestionnaire donc, de mot de passe, copier un mot de passe. D'ailleurs, le truc de copie de KeePass est très bien fait. Quand vous cliquez pour copier un mot de passe, vous pouvez double-cliquer dessus par exemple. Il le copie dans le presse-papier temporairement et il le retire au bout de genre 10 secondes. C'est configurable évidemment. Et comme ça, bah, vous n'avez pas le mot de passe sans faire exprès encore dans votre gestionnaire, enfin dans votre presse-papier. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est une technique qui marche plutôt bien. Toutefois, il y a d'autres techniques qui sont honnêtes. Vous avez par exemple LastPass, pas sponsorisé, je tiens à le préciser, qui, eux, vont un peu plus loin. Alors, le problème avec LastPass, que certaines personnes pourraient avoir, c'est que vos mots de passe sont sauvegardés en ligne, ok, mais ils sont encryptés, tout ça. Genre, non, pas encryptés. Ils sont... j'ai oublié le terme. Ils sont chiffrés. Voilà, ils sont chiffrés. Du coup, personne ne peut vraiment les lire comme ça. Mais ils sont sur le web, donc c'est discutable. C'est vraiment discutable. Après, l'avantage avec LastPass, c'est que vous pouvez facilement, c'est ça que je pense que beaucoup de gens veulent, c'est vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez l'avoir sur votre navigateur et il vous propose directement de créer des mots de passe, il vous met le mot de passe pour vous dès que vous lui demandez, il peut même retenir les infos de carte de crédit, tout ça. Donc c'est un côté très facile. Donc si votre mère, votre père ou autre chose utilise toujours le même mot de passe partout, c'est toujours mieux d'utiliser ça que eux utilisent un même mot de passe partout. Vous voyez,
c'est au moins, c'est moins pire, ouais, selon moi. Même si c'est pas encore idéal, évidemment. Donc, autant leur mettre ça. Ils pourront l'utiliser facilement, c'est facile d'utilisation, voilà. Personnellement, moi, je suis plus genre... Alors, vous pouvez quand même utiliser LastPass, mais encore une fois, vous avez un mot de passe pour aller sur votre LastPass, donc ça, vous l'envoyez sur le web, donc il y a peut-être un petit problème là-dessus. Vous pouvez utiliser toutefois les clés que je disais, que vous touchez pour vous connecter, vous pouvez les utiliser avec LastPass et elles marchent plutôt bien. Donc là, ça devient plutôt sécurisé, même si encore une fois, techniquement, tous vos mots de passe chiffrés sont sur le web, quelque part. Donc, voilà, personnellement, j'aime vraiment pas ça, hein. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir... vraiment, soyons honnêtes, qu'est-ce qui empêcherait LastPass d'avoir une faille de sécurité qui fait que, oh mince, toutes les bases de données de mot de passe ont été genre prises. Alors évidemment, il faudrait du temps pour les déchiffrer, mais s'il y a des hackers qui arrivent ou si ça arrive plus tard ou autre chose, ça pourrait se faire. Donc personnellement, je reste toujours un petit peu dubitatif. Donc c'est pour ça que, selon moi, KeePass reste la solution la plus genre vraiment sécurisée, c'est parce que vous avez le contrôle de vos mots de passe. Vous pouvez même, basiquement, peut-être faire une clé USB avec KeePass dessus. Vous branchez la clé USB quand vous en avez besoin et vous la débranchez quand vous n'en avez pas besoin. Et vous pouvez utiliser aussi la clé spéciale. Il y a même des clés, comme je dis, pour toucher, pour faire générer un mot de passe ou autre chose, qui aussi ont un lecteur d'empreintes. Donc là, même si on vous vole votre clé, il faudrait l'empreinte. Vous voyez, bon, ça devient un peu genre parano, évidemment. Mais là, c'est l'une des meilleures sécurités que vous pouvez avoir, certainement. Juste avoir le contrôle de vos mots de passe. Vous les stockez par vous-même. Vous les changez souvent. Aussi, ça c'est très important. Changez souvent. Ne pas utiliser le même partout. Et voilà. Mais bon. Résumé. LastPass, si vous voulez un truc simple et efficace. Beaucoup mieux qu'un mot de passe simple que vous mettez partout, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi utiliser sur LastPass, comme je dis, un mot de passe très long, une phrase qui a ni queue ni tête. Ça marche plutôt bien. Il y a la double authentification. Alors, pour ceux d'ailleurs qui se demandent pour la double authentification, ça reste discutable. C'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé. Vos SMS sont facilement lisibles, hein. Basiquement, vous pouvez faire une fausse antenne téléphone à côté de quelqu'un, relayer tous les SMS que les gens envoient ou tous les appels qu'ils font via cette antenne, puis la renvoyer vers la vraie antenne. Et vous pouvez basiquement écouter ce que les gens font, et les SMS ne sont pas encryptés, hein, sur votre téléphone, pour information, encryptés. Chiffrés, voilà, bref. Ils ne sont pas chiffrés, donc ils sont lisibles, comme ça. Évidemment, là, ça devient un peu plus genre vraiment, il faudrait que quelqu'un ait un tel matériel juste à côté de vous, hein. Mais il y a un problème là-dessus. Il y a aussi un autre problème, qui là est beaucoup plus réaliste, c'est du social engineering. C'est basiquement... Vous trouvez plein d'informations sur quelqu'un. Vous trouvez là où il habite, vous trouvez son nom de famille, tout ça, le maximum d'informations. Et ensuite, vous contactez son fournisseur de téléphone et vous vous faites passer pour lui en mode « Oh mince, j'étais en vacances, on m'a volé mon téléphone, j'ai vraiment besoin d'une carte SIM. » Ou alors « J'ai perdu mon téléphone, j'ai besoin d'une carte SIM là, vous pouvez me dépanner. » Et du coup, certaines boîtes ont des contrôles de sécurité en place. Alors, c'est moins problématique en Europe, parce qu'en Europe, il y a plus de sécurité là-dessus. Mais par exemple, aux États-Unis, tant que vous avez à peu près genre des informations, le numéro de client, vous avez à peu près une voix, si c'est une femme et vous avez une voix féminine, évidemment, là, ça passe. Vous pouvez vous faire passer pour la personne. Tant que vous avez tout ça, vous pouvez vous faire passer pour la personne et juste récupérer une carte. En Europe, c'est moins le cas, parce que bien souvent, pour avoir une carte, vous devez aller au magasin. Et au magasin, ils requièrent souvent la carte d'identité. Donc bref, en conclusion, parce que là, je suis parti un peu dans tous les sens. Je ferai une vidéo sur le sujet, je pense que c'est assez important. Basiquement, double authentification, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous avez l'application Google Authentificator qui est mieux, mais qui n'est pas totalement parfaite, parce qu'on peut vous voler votre téléphone et genre, voilà, hein. Mais c'est déjà beaucoup mieux, donc si vous pouvez utiliser le Google Authentificator, je vous le conseille plus. Utiliser un gestionnaire de mot de passe, avoir un mot de passe sur chaque site. Et du coup, vous pouvez même utiliser le Google Authentificator pour vous connecter à LastPass, par exemple. Donc ça rajoute une couche de sécurité. Vous pouvez utiliser KeePass. Là, vous avez le contrôle de tout. C'est vous qui avez les mots de passe. Vous êtes sûr où ils sont et tout ça. Et juste, voilà, sécurisez-vous. Parce que je vous le dis, même si vous croyez avoir le meilleur mot de passe au monde ou autre chose, il y a un site qui va juste faire une bourde. Ils vont être en mode « Oh mince, mince, on s'est fait hacker, du coup, votre mot de passe, on le sauvegardait en clair sans faire exprès. Oups !»
et votre mot de passe est partout sur Internet, basiquement. Donc ouais. Du coup, aussi, avec tout ce qui vient de sortir là, je vous dis, prenez le temps, allez changer tous les mots de passe importants au moins, genre sur tous les sites importants, sites bancaires et tout ça, c'est le plus important. Allez changer sur vos mails, tout ça, changez vos mots de passe, mettez des mots de passe différents, utilisez KeePass ou autre chose. Faites toujours un backup de votre base de données KeePass, c'est une base de données pour information qui est chiffrée aussi d'ailleurs, je tiens à le préciser, donc pas d'inquiétude là-dessus. Faites un backup pour être sûr que vous avez toujours vos mots de passe sur une clé USB que vous la mettez sur une clé USB, vous la mettez genre dans un tiroir important. Vous voyez, là où vous avez vos papiers importants, c'est nickel comme backup. Ça. Vous avez bien une clé USB qui traîne pour faire ça. Vous avez même une version portable de KeePass pour information, comme ça vous pouvez le garder sur la clé USB sans l'installer sur les PC et tout. Donc c'est pas mal. Il y a aussi des extensions pour faire fonctionner KeePass directement sur navigateur pour information, si vous êtes prêt un peu à bricoler. Donc vous pouvez avoir des fonctionnalités assez proches de LastPass. Il y a aussi une version mobile, donc vous pouvez avoir KeePass sur mobile. Il y a même un support empreinte digitale et tout ça, même si techniquement je le recommanderais pas forcément. Enfin bref, il y a moyen de vous sécuriser. Après, je vous le dis clairement, vous n'êtes pas à l'abri qu'un site est juste genre mal, il y a une faille de sécurité et qu'il se fasse totalement hacker et que votre compte soit compromis quand même. Hein. Vous n'êtes jamais vraiment à l'abri. C'est pas une question de sécurité, enfin c'est pas une question de comment, c'est une question de quand surtout en fait. Donc ouais, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show, j'espère que vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, on se retrouve pour un prochain Texama Show, je vous dis salut à tous.